Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Pierre-Alexandre Richard qui vient nous parler du service des soins spirituels à l'hôpital Louis H. Lafontaine, communément appelé, qui est maintenant l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. On a un peu plus tard à l'émission notre collaborateur Bernard Saunier qui nous ramène ses textes crus. À l'espresso allongé, Pierre nous amène le sujet la soumission volontaire. Alors tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On commence d'abord en chanson avec les Cowboys fringants. La chanson s'intitule Marie-Lou s'en fout. Bienvenue à Folie douce. Y a des paroles en l'air, ben du silence qui se perd. Trop de bruit pour si peu souvent que du vent. La fumée dans l'écran, du flafla, du clinquant. Tant de fake et de faux semblants que du vent. Y a tout ce qu'on nous fait croire et nos propres à croire. Quand tu sais plus qui c'est qui ment, que du vent. Heureusement les enfants vont sortir, les types basiques au printemps, pédalant insouciants, nous faisant nous oublier un instant. Le vide à combler, nos tranchées à creuser, à coups de pelle dans les sentiments que du vent, les plaisirs qui se fanent, l'adrénaline en calme, qui te laisse croire que t'es bien vivant, que du vent, et les moments qu'on passe, accroupis dans la patauger dans nos tourments, que du vent. Heureusement les enfants vont sortir, les petits basiques au printemps, pédalant insouciants, nous faisant nous oublier un instant. Accroche-toi ben, éventail, cornet, les bœufs, les girouettes à boudonne, bêtes vont se garrocher de la poudre aux yeux. Y a des paroles en l'air, ben du silence qui se perd, trop de bruit pour si peu souvent que du vent. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille mon invité qui est Pierre-Alexandre Richard. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Il y a un bon bout de temps, en fait, tu es venu nous visiter à l'émission et puis tu venais d'arriver justement à l'Institut universitaire en santé mentale. Je ne sais même pas à cette époque-là si ça s'appelait encore HLHL. Oui, c'était Louis H. Je crois que oui, hein, c'est ça. Donc, ça fait quand même quelques années. Et tu es intervenant toujours justement aux soins spirituels à cet institut donc universitaire qui s'occupe principalement de gens qui ont des problématiques de santé mentale. Oui. Donc, j'aimerais que tu nous parles du service. Qu'est-ce que fait le service, en fait, à cet endroit? Les soins spirituels, c'est un service qui est là pour tenir compte de l'aspect spirituel de la personne. Donc, oui. Comme toute personne, on considère qu'il y a un aspect spirituel. Nous, on est là, on n'est pas beaucoup, on est deux. Moi, je travaille 3 jours semaine, puis ma collègue Nada travaille 5 jours semaine. Donc, on est 2 intervenants qui couvrons tout l'institut, si on veut. Tous les gens qui sont... est-ce que c'est les gens seulement qui
qui sont hospitalisés ou si les services sont disponibles aux gens qui peuvent de l'extérieur? De plus en plus, on commence à avoir... il y a une clientèle, disons, qui historiquement, en sortant, en allant dans des ressources externes... reviennent parce qu'on connu, là je parle avant que moi je sois là, mais ça continue depuis que je suis là aussi. Ouais. Puis il y a de plus en plus, il y a ça qui se passe aussi, il y a des clientèles, disons, en réadaptation intensive qui restent là, qui sont hospitalisés pendant 1 an ou 2. Quand ils se retrouvent dans des appartements supervisés ou dans des ressources externes, ben là, ils peuvent revenir. Aussi, des fois, ils ont des rendez-vous, ils viennent faire une prise de sang ou ils viennent voir leur psychiatre sur place. Ben souvent, ils vont venir, ils gardent le lien avec ça aussi. Ouais. Puis là, de plus en plus aussi, les ressources externes, à cause de ce service qui prend une nouvelle forme un peu, sont intéressés par ça. Fait que ça fait une couple de ressources externes où je vais un peu présenter aussi, parler du côté spirituel chez les gens, puis comment tenir compte, puis pourquoi c'est important, en quoi ça peut aider au rétablissement, à la dignité des personnes qui souffrent, dans le fond. Il y a toujours eu un service dans le temps à l'hôpital Louis H. Lafontaine, probablement Saint-Jean-de-Dieu aussi. À une époque, ça a probablement toujours existé, un service de spiritualité. De pastoral, dans ce temps-là. C'est ça qui était plus chrétien à ce moment-là, mais dans ce cas-ci, le service a évolué. Ouais. Donc, quelle sorte d'approche on peut avoir justement au moment où on se parle dans les années 2000? C'est une autre réalité. Il y a beaucoup de gens de différentes origines ethniques et différentes origines spirituelles. Donc, comment vous gérez ça, en fait? Comme tu dis... Au départ, il y avait, comme on le sait, c'est les communautés religieuses qui ont un peu bâti le système de santé au Québec. Donc, là, tout le monde était chrétien, catholique. Donc, tout le monde avait un peu le même cadre de référence. Donc, la religion, tout le monde avait la même religion, en grosso modo la même langue. Donc, à tous ces niveaux-là, le monde parlait un peu le même langage. Là. Puis là, comme on sait, là, ça a évolué. Maintenant, révolution tranquille, blablabla. Là, on est un peu déconfessionnalisé à ce niveau-là, mais on demeure encore avec un côté spirituel. Jadis, on référait... Le mot spirituel, ça existait, mais ça se référait plus au côté intérieur de ce qui était la religion. La religion, c'est ce qu'on faisait à l'extérieur, puis avec les gens. Puis ce qui était spirituel, c'était ce qui se passait en dedans de nous. Mais là, depuis qu'on a un peu tassé l'aspect communautaire, religieux de ça, le mot spirituel a comme muté, puis est devenu à la fois pour parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi de comment on vit ça à l'extérieur, de est-ce qu'on est capable d'en parler, de est-ce que ça joue un rôle dans notre vie extérieure, tu sais. Donc, c'est cet aspect-là qu'on essaie de traiter ou dont on essaie de tenir compte aux soins spirituels. Et concrètement, quand quelqu'un se présente à vos locaux, donc vous êtes à même l'Institut universitaire, donc justement, vous assurez une permanence, que ce soit ta collègue ou toi, dans le fond, vous êtes toujours là. Donc, les gens arrivent comment ou comment vous les accueillez, en fait? Est-ce qu'il y a une façon... C'est très varié. Là, la question, c'est ça, qu'est-ce que vous faites? Vous adaptez, il n'y a pas une recette, là. Vu qu'on a plusieurs sortes de clientèle, on a des différents programmes. Il y a les troubles anxieux, il y a les troubles psychotiques, il y a la déficience intellectuelle. Donc, il y a différentes clientèles déjà. Puis, vu que on parle justement plus tout le même langage religieux, si on veut, ou spirituel, ou c'est rendu quelque chose de plus individuel, faut que ça soit un service très adapté, sur mesure à la personne. T'sais. Donc, je pense que ça commence d'abord par un accueil, ça commence par un espace où on bâtit un lien de confiance avec les gens, parce que même si le service a changé, ça demeure dans la tête des gens une espèce de repère de « Ah, là, c'est sûr que si je vais là », ou tu sais, que spiritualité égale un peu dans la tête des gens, de tout le monde, des patients également. Ah, ça, tu sais, je peux leur faire confiance, ils vont m'accueillir, ils vont m'écouter. Ils vont pas me juger, ça va être un endroit un peu un safe sécuritaire. Un peu de bouée là, qu'on va aller chercher, mais dans le bon sens. Pas pour s'accrocher, mais plus pour peut-être se renforcer. Peut-être que ça revient à... Là, quand on dit asile, ça renvoie à quelque chose, mais le terme donner asile à quelqu'un aussi, c'est de là que vient le terme. Là, maintenant, ça a pris la connotation de un asile, puis là, on s'est débarrassé des asiles. Il y a un bon côté de dire... le bon côté de... ici, t'es en sécurité. En sécurité, exactement. Ouais. Ici, tu peux être qui tu veux, tu peux être qui t'es... Tu peux être toi-même. Puis, donc, ça commence toujours par là. Ensuite, nous, on a un peu des pistes, un peu, si on veut, pour essayer de voir qu'est-ce qui est prioritaire à ce moment-là.
dans la vie de la personne. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'arriver, c'est sa première psychose, c'est sa première hospitalisation en santé mentale? Est-ce que c'est quelqu'un que ça fait des mois qui est là, des années, qui capote parce que, donc, J'imagine que les gens peuvent pas non plus arriver rarement en épisode de crise, ils vont plus arriver qu'ils ont déjà... ça, c'est au bureau en tant que tel, parce qu'on a un bureau d'accueil qu'on appelle qui est ouvert 3 matins par semaine où les gens peuvent venir. La porte est ouverte. Oui, sans rendez-vous et tout. Là. Sans rendez-vous. Mais on se déplace aussi sur les unités. Puis donc, parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont en garde fermée, qui ne peuvent pas sortir. Puis donc, ils vous demandent à ce moment-là? Soit ils nous demandent. Nous, ce qui est particulier, c'est que on a plusieurs points d'entrée pour notre service. Soit les patients nous demandent directement. Soit c'est le personnel, les autres professionnels ou les psychiatres qui vont soit nous faire une requête ou nous dire, à force de nous connaître, font comme « Ah ouais, toi, je sais, viens nous voir tel patient. » Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Ça pourrait nous aider, peut-être. Ça va créer une ouverture, tu sais. C'est ça. Puis, donc, c'est ça. Puis, où nous, aussi, également, on va au-devant des patients. Donc, si on voit des situations, soit sur papier, mettons, on regarde les données, puis on fait « Ah, lui, tel âge. Ah, lui, c'est son premier. » On va aller au-devant, dire « Ah, bon, on va se présenter. Tu sais, bonjour, je suis des soins spirituels. Je vais voir comment ça va, comment vous vivez ça, puis tout ça. » Donc, on a tous ces points d'entrée-là font qu'on a un large... On couvre un gros spectre. Là. À deux, là, je peux dire qu'on couvre... on chôme pas, là, on court un peu partout. Et personnellement, qu'est-ce qui est motivant? Parce que c'est une bonne chose que vous y soyez restés. Donc, finalement, tous les deux, d'ailleurs, vous étiez tous les deux, toi et ta collègue, donc à l'époque que vous êtes venu nous parler du service. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on poursuit? Il doit y avoir quand même quelque chose qui nous fait grandir soi-même dans Certainement. C'est très valorisant, d'une part, parce que nous, ça, je peux pas dire que c'est exclusif aux soins spirituels. Là. Je pense que tout le monde qui travaille un peu dans la relation d'aide, puis voit un peu ça comme une vocation, et à la fois grandit de ça. Donc, nous, on a du bon feedback des gens, on a du bon... On grandit beaucoup, on admire beaucoup les patients qui vivent ces choses-là. On se sent privilégié de participer, ne serait-ce qu'un petit peu à cette expérience-là qui est très souffrante, mais de représenter un peu un repère, puis de représenter un peu quelque chose d'universellement accueillant. Mm-hmm. Et par contre, il doit y avoir des moments qui sont difficiles. Tu sais, on apprend que quelqu'un s'est suicidé, on apprend ça frappe, comment on fait en tant qu'individu, puis c'est un peu probablement le quotidien, peut-être pas le quotidien, mais en tout cas, c'est peut-être un peu ce qui arrive à beaucoup d'intervenants dans bien des domaines quand on parle traiter avec les humains. Donc, dans votre cas, ta collègue et toi, comment vous réussissez à vous quand même être assez fort puis pour faire face à tout ça, ces situations-là d'adversité plus difficiles. Je pense que c'est en lien avec ce que j'ai dit de les patients, les personnes souffrantes, les personnes avec plein de problématiques nous donnent cette force-là aussi. T'sais. Oui, on est entraîné, on fait des rituels pour les gens décédés. C'est notre travail d'être dans ces tristesses-là, dans ces malaises-là. Mais je pense que ce qui remplit notre batterie, si on veut, c'est les gens qu'on admire beaucoup, qui vivent quotidiennement des choses difficiles. Puis quand c'est notre tour, ben là, on sent que... Quand c'est notre tour de les supporter, puis quand c'est notre tour de leur offrir quelque chose qu'on estime être bon là-dedans, puis savoir un peu ce que ça prend pour vivre un bon deuil ou pour vivre une bonne situation difficile. Mm-hmm. Ben, c'est ça qui est c'est rétroactif, tu sais. C'est quelque chose, nous, on est au quotidien avec ces gens-là, on les voit souffrir, on essaie de les accompagner le mieux possible là-dedans. Nous, on n'a pas un mandat de traitement. Nous, on traite pas les gens. On n'est pas là pour guérir leur spiritualité. Des fois, le mot soin spirituel, en anglais, t'as cure puis care, c'est spiritual care en anglais. Donc, c'est pas cure. On guérit pas, on soigne pas la spiritualité, on en prend soin. Donc, c'est une nuance importante à faire. On a un mandat d'accompagnement, donc on accompagne les gens. Des fois, on est impuissant, puis il faut le montrer, il faut le dire je sais pas quoi faire. Puis juste ça peut créer un espace au changement pour la personne, mais c'est pas nous on n'a pas un traitement de comme voici. On a des plans, on a des lignes directrices dont je parlais tantôt, d'un peu qui nous alignent vers qu'est-ce qui est important en ce moment. C'est très moment présent, c'est très retour à l'essentiel. Où sont vos forces à l'intérieur de vous, dans le passé, dans vos expériences passées, les moments difficiles que vous avez vécus, qu'est-ce qui vous a aidé?
Et ça, c'est universel. Dans le fond, peu importe la religion que la personne peut adhérer. Donc, c'est ça. C'est en retournant toujours aux forces intérieures, ça finit par rejoindre Exactement. la personne. La religion est une petite partie de ça. Nous, on n'est pas du tout mal à l'aise d'aller là-dedans si ça constitue une source de soutien, puis si ça constitue quelque chose de positif dans la vie des personnes. Ouais. Donc, tout ce qui est sacramentel, religieux, tout ça, faut être à l'aise d'aborder ça. Ouais. Puis, faut que les équipes soient à l'aise d'inclure ça. Nous, on est là aussi pour faire le lien avec les équipes, puis dire, telle personne a besoin de prier, telle personne a besoin de communier. Ça constitue un facteur de protection. Ouais. Alors que psychiatrie et religion ont historiquement une relation un peu... ils s'aiment pas trop. Ouais. Ça a été difficile, il y a eu des frictions. Là, puis Ouais. Je comprends tout à fait pourquoi, mais là, nous, notre rôle, c'est faire comme... C'est pas parce qu'il y a des trucs, il y a bien de l'irrationnel dans la santé mentale, puis dans les délires, puis dans la psychose, que chaque humain n'a pas une part d'irrationnel qui est saine. Oui. Il y a une autre question avant de terminer, on a peu de temps, mais j'aimerais te poser la question. On parle souvent de délire religieux, dans certains cas. Est-ce qu'il y a une explication pourquoi certaines personnes vont comme tout à coup entendre des voix, ou vont avoir tout à coup une espèce d'engouement pour la religion quand ils sont en... Ou qui vont accrocher, parce que d'autres mondes, ça va être le gouvernement. Oui, mais mettons des gens qui ont peu été de... religieux, mais tout à coup, ils se mettent à être très religieux, très... Moi, j'ai pas d'explication y a pas de... scientifique. Peut-être que la science commence beaucoup plus à s'intéresser aux aspects de spirituels puis tout ça. Ouais. Mais le pourquoi, je pense que nous, on part un peu du principe où chaque délire, il y a une part de vérité dedans, où il y a une part de réel là, qui fait sens pour la personne puis qui prend des proportions démesurées à quelque part. Ouais. Mais donc, nous, on essaie d'aller au cœur de ça, au cœur surtout des émotions de ce que la personne vit. Par exemple, si elle pense qu'elle est le Messie, si elle pense qu'elle est Jésus puis qu'elle a une mission de sauver le monde, quelles sont les émotions qui sont reliées à ça? Si toi, t'es le Messie puis ta mission, c'est de sauver le monde, t'es un peu tout seul là-dedans. Donc, on essaie de ramener vers les émotions. Donc, vous devez vous sentir tout seul. T'essaies d'accompagner pour refocuser ou en tout cas de ramener sur un petit peu plus... De ramener sur les émotions, de ramener sur les opinions, mais pas de confronter les croyances puis de dire « Non, t'es pas Jésus », puis parce que ça va briser. On se tire dans le pied direct. Surtout que les personnes vont se sentir en confiance d'aborder ces choses-là avec nous. Donc, nous, on va pas aller leur dire, mais on va toujours essayer de ramener vers ce qui est sain chez la personne, la partie chez elle qui est la part d'irrationnel dont je parlais, qui est saine, qui est normale d'avoir puis éventuellement créer cet espace-là où peut-être que dans ses réflexions, la personne va faire « Ah, c'est vrai, dans le fond, il y a une part de ça qui est vraie, mais ça prend pas l'ampleur que j'avais vécue. » Merci beaucoup. C'est fort intéressant. Merci de nous avoir mieux expliqué justement les soins spirituels à l'Institut universitaire en santé mentale. Les gens qui veulent en savoir plus sur l'Institut, sur le site web, c'est IUSMM, donc Institut universitaire santé mentale de Montréal, qu'on cherche, puis on peut avoir... .ca. Donc, merci beaucoup, Pierre-Alexandre, d'avoir été des nôtres. Merci à vous. À la prochaine. Bonne continuité. Merci. Au revoir. Il y a toute cette agitation, ces jours sans fin, ces tourbillons, ces bruits et ces informations. Il y a l'élan du quotidien, les questions, les chemins incertains, les caprices, les envies de consommation, les soldes d'été, d'hiver, les listes sans fin à refaire. Et puis il y a les choses vraies, les sourires qu'on dessine, les gens que l'on sert, les sentiments fragiles, toutes les choses vraies, les regards qu'on devine, les bras grands ouverts et tout l'amour qui se faufile sans faire exprès. Les choses vraies, les choses vraies. On part encore et on revient, un billet pas cher pour plus loin, c'est noyé dans le bleu des lumières. On cherche encore et on se perd, distraction, papillon dans l'air, feu d'artifice, plaisirs éphémères, lancer des bouteilles à la mer, bien ranger nos petites affaires. Et puis il y a les choses vraies, les sourires qu'on dessine, les gens que l'on sert, les sentiments fragiles, toutes les choses vraies, les regards qu'on devine, les bras grands ouverts.
les choses vraies, les sourires qu'on dessine, les gens que l'on sert, les sentiments fragiles. Toutes les choses vraies, les regards qu'on devine, les bras grands ouverts et tout l'amour qui se faufile sans faire exprès. Les choses vraies, les choses vraies. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604. Le 514-990-9604. Bien voilà, c'est le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, tu ne taries pas d'idées et de sujets. Alors cette semaine, ça va être la soumission volontaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça n'a rien à voir avec, avec le sadomasochisme, non. Quoique ça aurait pu être intéressant. Mais je vais vous lire ce matin quelques passages d'un article que j'ai vu sur Internet d'un monsieur qui s'appelle Achille Weinberg, qui est journaliste scientifique. J'ai pris ça sur le site Sciences Humaines. Alors, de quoi ça parle? C'est que finalement, oui, la soumission, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, mais certains se demandent si est-ce qu'il n'y en a pas qui aiment être soumis? Et aujourd'hui, sommes-nous soumis à d'autres types de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société moderne, avec toutes les ressources dont on possède, ben, est-ce qu'on pourrait être soumis non plus à des patrons abusifs, mais à des images, à des... qu'on se fixe. La quête de la beauté. Exactement. Ça veut dire que c'est un peu le concept que la liberté existe jamais vraiment. C'est une bonne question. Alors, l'article commence en disant « Des foules qui se rassemblent pour prier avec dévotion un Dieu invisible, des kidams qui se transforment en tortionnaires, une petite victime qui s'éprend de son bourreau, etc. Jusqu'où sommes-nous soumis. Les situations extrêmes révèlent parfois ce qui, dans la vie ordinaire, pourrait passer inaperçu. En 1991, J.C. Dugard, une jeune Californienne de 11 ans, est enlevée devant sa maison par un couple de ravisseurs sous les yeux de son beau-père. Et en août 2009, 18 ans plus tard, J.C. est retrouvée à quelques dizaines de kilomètres de là, dans la petite ville d'Antioch. La jeune femme, qui a maintenant 29 ans, vit dans des tentes de fortune à l'arrière d'un petit pavillon. Elle a eu 2 petites filles de son ravisseur. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont vu cette histoire-là à la télévision. Ouais. En 18 ans, JC a eu 1000 occasions de s'enfuir, mais ne l'a jamais fait. Comment se fait-il que la jeune femme se soit soumise aussi longtemps? Comment se fait-il que la femme de Philippe Garrido, le ravisseur, ait participé à l'enlèvement et à la séquestration? Mais ça, c'est pas le syndrome de Stockholm, là, qui est pas... Oui, le fameux syndrome qu'on se prend d'affection ou d'amour pour son ravisseur. C'est ravisseur, c'est exactement la même chose. Ouais. La peur et la menace suffisent-elles pour expliquer la soumission des victimes à leur bourreau? Le pouvoir n'est jamais si fort que quand il réussit à rendre ses victimes consentantes. Quand on aborde l'épineux mystère de la soumission consentie, la première référence est l'incontournable discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, qui était écrivain et poète français, qui a décédé en 1563, donc ça ne date pas d'hier. Au départ, d'où vient que les hommes acceptent d'obéir à un maître qui est parfois un tyran? Pour la Boétie, il est clair que la domination politique et l'esclavage ne sont en rien naturels. De plus, le peuple, par son nombre et par sa force, possède la capacité de renverser tous les pouvoirs. Dès lors, comment comprendre la soumission à l'autorité? La Boétie évoque plusieurs raisons. D'abord, la coutume et les habitudes qui font croire aux hommes que leur condition est naturelle, entre guillemets, que les choses sont ainsi et que l'on n'y peut rien. S'y ajoute toute une série d'autres mécanismes d'assujettissement. L'admiration pour le chef, pour ses insignes de pouvoir, mais aussi la résignation et la passivité. Il y aurait donc bien une part de responsabilité du peuple dans sa propre soumission, c'est-à-dire une servitude volontaire.
Les racines psychologiques de la soumission que l'on retrouve dans l'armée ou dans l'Église sont du même ordre que l'amour de l'enfant pour ses parents ou que celui d'un amant. L'amour est une sorte d'ensorcellement où l'individu perd un peu de son moi pour s'adonner à l'autre. La psychologie de la soumission est donc une psychologie de l'amour. À l'échelle de l'individu, il permet de fonder un couple. À l'échelle du groupe, il peut fonder une communauté. C'est donc dans les tréfonds de l'inconscient qu'il faut chercher la source de la soumission. Et cette source a un nom qui pourrait être l'amour. Celui que le chien porte à son maître, l'enfant à ses parents, le croyant à son Dieu et parfois l'esclave à son maître. Après la Seconde Guerre mondiale, le thème de la soumission volontaire va rejaillir, mais sous un nouvel angle. Nous sommes à la fin de la guerre, le nazisme est éradiqué, mais on a pris conscience de la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des Juifs. Les intellectuels s'interrogent. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment le nazisme a-t-il été rendu possible? Dans quelles conditions des gens ordinaires peuvent-ils devenir des bourreaux sanguinaires? En 1963, la philosophe Hannah Arendt assiste au procès d'Adolf Eichmann, l'un des dignitaires nazis chargés de la déportation des Juifs. Oui, je dois souligner qu'il y a un film, sur cette expérience-là, puis la réaction quand elle a écrit ce traité-là, qui s'appelle Hannah Arendt aussi. Là. Oui. C'est une très grande philosophe. Oui, alors je poursuis. Eichmann proclame qu'il n'avait rien contre ces derniers et n'a fait qu'exécuter les ordres. Si c'est vrai, alors faut-il admettre la possibilité d'une banalité du mal? Telle est la conclusion de Mme Arendt. Sous l'influence de l'autorité légitime, on peut perdre son libre arbitre et en venir à commettre les pires atrocités. La servilité suffirait donc à transformer un individu ordinaire en un bourreau. Pour en avoir le cœur net, le psychosociologue Stanley Milgram va monter une expérience très célèbre. Mais je poursuivrai plus tard dans l'émission. Oui, à l'Espresso allongé, effectivement. Donc, c'est la soumission volontaire. Beau sujet. Donc, à Folie douce, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, nous poursuivons avec notre collaborateur Bernard Saunier qui nous amène ses textes crus. À l'Expresso allongé, Pierre poursuit sur le sujet la soumission volontaire. Vous entendrez aussi en chanson Les fantômes du passé de Jonathan Pinchot et Comme avant d'Élie et Papillon. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Bien, c'est avec plaisir que j'accueille Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Bonjour Yvan. Oui, c'est un plaisir de te recevoir encore une fois. Tu vas nous préparer, tu vas nous présenter dans quelques instants. Je dirais que le plaisir est pour moi. Oui, c'est partagé. C'est mutuel. Oui. Les textes crus version 7. Mais avant de tout ça, tu as une petite annonce à faire dans le sens qu'il y a
du nouveau sur le site. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est les textes crus. Et à partir de ce cru-là, j'ai réussi à faire un texte de je pense que c'est de 3000 mots. Ouais. En 4 parties, En je 4 pense. parties, Ouais. dont on peut faire la lecture sur le site des humeurs culturelles Ouais. de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, on cherche IUSMM. MM, et Puis vous allez on trouver. tombe sur le site, puis vous allez voir à droite, il y a ma grosse face, comme je dis. Ouais. Vous cliquez là-dessus et vous allez tomber dans les humeurs culturelles. Et des humeurs culturelles, vous avez un texte qui s'appelle « De peines et de peur ». Ça, c'est ce texte-là en 4 parties? Ça, c'est en 4 parties. Okay. C'est ce que je vous lis là, mais terminé. Là, ce que je vous lis, c'est pas terminé, c'est le rush de la patente. Oui, puis on a pris l'habitude de faire ça depuis des années. Ça fait quand même longtemps qu'on fait ça. Puis ils ont changé de nom à un moment donné, mais c'est quand même des textes. L'idée est là de dire premier jet, un mélange de fiction et de réalité. Oui, exactement. Puis c'est un peu ton histoire, c'est un peu les réflexions sur la santé mentale ou sur la vie en général. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui me passe par la tête. J'essaye de construire quelque chose, de travailler ça. Puis on l'a déjà mentionné, c'est un exutoire, puis ça te fait du bien d'écrire. Oui, moi j'aime ça. Comment je te dirais ça, tu sais? J'ai pas de permission à demander pour écrire. Là. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Ouais. Puis d'autres, peut-être, quand ils lisent, ça leur fait plaisir aussi de lire ça. Ils aiment ce que j'écris. Et tu as toujours continué à écrire à la main? Oui, toujours. Même avec les technologies. Toujours le cahier. Je trouve ça important. Il y a peut-être un côté plus... Il y en a qui disent que c'est organique. Oui, parce que tu vois, tu y vas comme... tu y vas avec l'inspiration, dans le fond. Ça va peut-être plus facilement qu'avec un clavier. C'est de prendre le temps, puis le clavier, ça vient après. On peut travailler à partir du clavier. C'est comme quand je vous parle de la fin du texte de Peines et de peur, ça a été retravaillé, mais à partir du clavier. Ouais. C'est sûr que c'est parti du cahier. Du cahier, c'est allé dans un autre cahier. Et de cet autre cahier-là, c'est allé dans l'ordinateur. Il y a bien des étapes. Comme garder le meilleur. Le meilleur de l'écriture. C'est intéressant. Donc, tu nous présentes une nouvelle version, une suite, en fait. Je voulais vous parler aussi de mon blog, qui est le goulag, toujours. Tu continues toujours à... .blogspot.com, que je continue à... Mais que j'ai orienté différemment maintenant. J'essaye j'avais essayé de faire abstraction de l'actualité. Ouais. Là, maintenant, j'essaye d'intégrer l'actualité à ça, les choses qui se passent, parce que je trouvais ça un peu restreint. J'étais un peu pris dans un coin avec l'idée de ne pas me servir de l'actualité. L'actualité, ça ouvre des champs, puis ça ouvre des... C'est pas toujours évident de parler d'autres sujets sans faire référence à l'actualité. C'est ça. Surtout dans des textes comme ça qui sont assez au quotidien. Ça prend... il faut que tu réagisses à des choses, des opinions. Ça. Mais ton traitement est différent, mais on va écouter un peu quelques... Je vais vous lire ça. Quelques journées d'écriture, en fait. Oui, c'est exactement on t'écoute ça. Donc, des textes crus. Le 21 du 2e mois 2013. Je me sens quelqu'un ce soir. Je crois que j'ai fait des bons choix, que j'étais avec les bonnes personnes. À part le marchand de boissons douces, tout le monde a été gentil. J'ai parlé de moi et m'a bien reçu. Quoi dire, il est 19h30. Je rentre, journée occupée. La semaine prochaine s'annonce occupée elle aussi. J'ai fait prendre les mesures pour un tuxedo à ma taille, en vue du bal des Lumières. J'ai fermé la télévision. Je pense à la pharmacie qui a mal rempli l'ordonnance. Je suis fatigué. 22 du 2e mois 2013. Je pense à ma sœur suicidée. J'essaie d'écrire ma page quotidienne. Demain matin, j'irai au café rédiger mon blog. J'aime écrire. J'ai un peu peur quand je fais des présentations. J'ai pas beaucoup le trac, c'est dangereux. Lundi, je vais à une réunion de recherche. On veut m'offrir une tablette de lecture, mais je préférerais un livre d'art. Je sais pas trop. Je vais prendre le week-end pour y penser. Je gobe des menthes. Il est 3h45, les journées passent. Je vieillis et parfois je m'ennuie. Le 23 du 2e mois 2013.
Un samedi tranquille d'hiver. Je m'amuse avec ma iPad. J'ai pas grand-chose à écrire. Je suis sorti ce matin. Manger un muffin accompagné d'un café. Je pense à mon frère, l'appeler pour avoir une idée plus juste de comment fonctionne le iPad. Cette semaine, on a loué le Tuxedo. Les autorités de la NNH vont être au bal. Il y a longtemps que j'ai pas enregistré de bruit avec mes instruments. Je vais boire un café et après prendre une douche. Et téléphoner à la matriarche. Elle va pas bien. C'est à cause de moi. Je devrais rester à ne rien faire. Pas d'implication, pas de comité, pas de bal. Juste de l'ordinaire. C'est à mon tour de me sentir mal. Dehors, ils manifestent pour sauvegarder l'assurance chômage. Moi, j'entends une voix qui me dit d'aller chier. Tout simplement trop de café. Je regarde un film sur le football dans une école secondaire américaine. Ça me rappelle mon passage à l'école secondaire. Je me suis fait péter les dents à coups de manche de balai. On jouait au ballon-balai. Après, ce fut la descente dans la drogue et l'alcool. Il y a un parfum de soupe. Les Américains disent que tout dépend de nos choix. Faut faire, les bons. Vaut mieux que j'ai eu le père que j'ai eu que pas de père du tout. Je pense au bal des Lumières, 56 ans, et c'est mon premier bal. Je sais, c'est pas un bal de finissant, c'est un bal pour des fonds en santé mentale. Comment vous dire ces pensées mortifères? Cette façon de ne pas accepter la souffrance. On me dit souvent que je suis fort. Pourtant, ils ne m'auront mauditement pas. Le 24 du 2e mois 2013. Dimanche matin. Je gosse sur mon iPad en prenant un café. Ouais, l'écriture prend toute sa place et même plus. J'ai mis fin à ma relation avec cette femme. Maintenant, je suis seul et réfléchi les dimanches après-midi. Je pense à l'alcool, à cet oncle qui me disait que j'avais bu trop vite. Foutaise. Je suis un alcoolique. Je veux enregistrer les sons que j'ai faits avec ma guitare électrique. Mais la technique, c'est pas mon fort. Le temps est gris. Les chiens courent dans le parc. Me suis coupé les ongles pour mieux travailler avec le iPad. J'écoute Radio Citron, la station française des handicapés psychiques. J'espère que Folie douce ressemble pas à ça. J'ai réussi à ajouter un fichier texte dans mon iPad. En santé mentale, le ressentiment semble être un moteur. Les gens sont lésés. Je ne sais de quelle façon. Ou peut-être connaissent des difficultés d'adaptation qui font d'eux des victimes. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une victime. Je viens d'écouter une émission littéraire. L'auteur disait que la littérature, c'est pas le premier jet. L'animateur parlait des blogs et des agendas cachés. Tout ça sème le doute dans ce que j'écris. Il ne semble pas réaliser que c'est l'extrême solitude qui permet d'écrire, que la littérature, c'est pas vendre des livres, et l'auteur a raison, c'est l'éternel questionnement. Le 25 du 2e mois 2013. Il est tôt le matin. J'écoute Vivre FM, la radio des handicapés français. C'est la nuit. J'aime la tonalité de cette station. De retour de la réunion de recherche, je crois que j'emprunte des chemins qui n'ont jamais été balisés. Parfois, je me perds dans l'anxiété. Et on me paie. C'est très bien ainsi. Les victimes en santé mentale, ceux qui se sentent lésés, je les comprends pas. Le 26 du 2e mois 2013. Je suis allé parler. J'espère que je ne pose pas comme victime. Je sais pas si je parle pour aider ou pour le cash. Je crois que c'est un peu des deux. Je vais me faire à manger. Cet après-midi, j'ai croisé 2 jeunes filles qui avaient l'air de toxicomanes prostituées. Elles étaient pas jolies. Des problèmes neurologiques en vue. Parfois, j'ai envie de tout abandonner et juste vivre avec ma rente, rester renfermé sans surplus.
Les étudiants manifestent. Je sais pas s'ils avancent. Les luttes pour les bonhommes de mon âge, ça veut plus dire grand-chose. Maintenant, je collabore avec les autorités qui s'occupent de la folie. Quand je parle, on me dit que j'ai du courage. Pourtant, j'entends ma mère devant un métier à tisser, appeler la couverture qui va en résulter une Catalogne. C'est peut-être ce qui restait de cette couverture rouge venant de cette région, la Catalogne. Soudain, je me rappelle une balade dans un rang de Kamouraska. C'était ensoleillé. Les oiseaux chantaient. Il faisait chaud et il y avait un peu de vent. J'étais avec Louise, j'étais bien. Je vais terminer ça là-dessus. Oui, c'est bon, mais c'est fort intéressant. C'est les ça. Textes crus, encore une fois. C'est cru, bon, c'est pas... Tu sais, ça change, ça dépend du mood dans lequel je suis. Ça l'a évolué. Je dirais que ça je pense que tu m'avais déjà dit, tu les relisais de temps en temps. Ou oui, des fois, oui. Pas mal. Oui, je les relis. Il y a de l'évolution quand même dans... J'essaie de... comment je te dirais ça? On dirait que je m'arrache moins le cœur. Oui, c'est ça. C'est comme peut-être moins... Mais ça me vient moins. Peut-être que l'exutoire a fait effet. C'est peut-être les résultats. C'est ça, exactement. Ça fait du bien, puis tu t'es adouci avec le temps, peut-être. Je m'adoucis peut-être en vieillissant. Et on disait aussi qu'avec l'âge, tu sais, des fois, une des bonnes nouvelles au niveau de la schizophrénie, c'est que les symptômes s'en vont beaucoup avec l'âge. Il y a bien des choses qui sont disparues avec le temps. Mais dois-tu toujours avoir des médications? Oui, toujours. Toujours, hein? Toujours. Probablement dans des doses moins grosses qu'au début. C'est ça. Ce que j'ai, c'est pas rien. C'est juste pour maintenir le... C'est ça. C'est pour, on dirait, maintenir le statu quo. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant. Mais déjà, comme on le dit souvent, avec ton implication, je pense que ça aide beaucoup parce que on n'est pas que des... C'est pas que des médicaments que ça prend. Ça prend beaucoup plus. Ça prend vous autres. Ça prend bien d'autres mondes. Toutes tes implications, une vie remplie, des gens le fun à rencontrer, c'est tout ça. Puis c'est ça qu'on peut donner comme espoir aux gens qui nous écoutent. C'est ça, oui. Intéressant. En terminant, Bernard, juste rappeler... les gens peuvent aller lire le texte en 4 parties dont tu nous parlais. Oui, sur le site de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Oui. IUSMM. C'est ça, on cherche ça. Là, vous cherchez ça, vous allez tomber sur la page. En haut à droite. À droite, avec mon visage, des humeurs culturelles, puis le texte s'appelle De peine et de peur. Puis on peut toujours suivre ton blog. Mon le blog Goulag qui est aussi, le Goulag. On cherche Bernard Saunier. www.legoulag.blogspot.com. Il y a toujours H, le bon vieux H, qui est toujours disponible. Oui. Il est peut-être moins fréquenté. On est bien servi. Il existe encore. Puis il y a la page Facebook aussi. En cherchant ton nom, j'imagine qu'on tombe sur tout il y a plein d'affaires. Le Reverb Nation aussi. des musiques. Puis tout ça. Les gens sont curieux. Ils cherchent ils googlent mon nom. Puis ils vont trouver quelque chose. Merci beaucoup, Bernard Saunier, donc d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir. Merci. Bye-bye. Ici, ça doit faire une couple d'années. C'est fou comment t'as pas changé. Au fait, t'as plutôt embelli. Qu'est-ce que tu fais? Où tu travailles? As-tu des kids? As-tu un chum? Là, je suis pressé, il faut que j'y aille. Mais je te laisse mon téléphone. Moi, dans mon petit bonheur, pensais protégé contre les soubresauts du cœur et les fantômes du passé. C'était avant que je la revoie et que je retombe en pleine face. Je voulais rester maître de moi. C'est tellement pas de même que ça marche. Tiens-toi bien sur tes 2 pattes. La Belgique
protéger contre les soubresauts du cœur et les fantômes du passé. C'était avant que je la revoie et que je retombe en pleine face. Je voulais rester maître de moi. C'est tellement pas de même que ça marche. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. Nous poursuivons maintenant avec l'Espresso allongé, le même sujet débuté un peu plus tôt à l'émission, Pierre. La soumission volontaire. Qui est autant de la santé mentale que de la philosophie. Oui, c'est vrai. Que de la politique aussi. Exactement, oui. Plusieurs niveaux. Et c'est toujours de l'auteur Achille Weinberg. Alors, je poursuis en disant que grâce à une ruse expérimentale très ingénieuse, la preuve est faite. N'importe quel quidam peut, sous les directives d'une autorité légitime, se mettre à martyriser un individu qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'enquête va avoir un retentissement extraordinaire et donner lieu à plusieurs tentatives de reproduction. Les premières études sur la soumission volontaire datent d'une époque où le mot « autorité » a un sens. Le pouvoir était fort, l'autorité légitime. Ce pouvoir était alors représenté par des institutions comme l'État, l'armée, l'Église ou même la science dont la légitimité n'était guère contestée. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Depuis quelques décennies déjà, sociologues et philosophes s'accordent pour diagnostiquer un déclin de l'autorité dans nos sociétés. Dans la famille, l'entreprise, à l'école, le mouvement de démocratisation a fait son œuvre et sapé les bases des anciennes hiérarchies. Nous sommes censés vivre dans une société où les individus seraient bien plus libres et autonomes que leurs aînés. Dans ce contexte, la soumission volontaire devrait logiquement s'estomper et disparaître pour ne laisser place qu'à la soumission contrainte, celle qui résulte des obligations qui pèsent sur nos vies, c'est-à-dire respecter les lois, faire des études, gagner de l'argent, etc. Mais si tout cela n'était qu'illusion, et si derrière les apparences de liberté conquise, de nouvelles servitudes s'étaient imposées à nous, si une nouvelle soumission volontaire s'était imposée à nous, une soumission d'autant plus pernicieuse qu'elle prend le visage du choix libre et conscient. Ben, tout le monde, la plupart des êtres humains, dans un « is » quelque chose. Quand je dis « is », c'est capitaliste, le communiste, l'anarchiste. Ouais. Les gens ils sont conçus pour croire en un isme, puis qu'il y a de la pureté dans leur isme aussi. Possiblement, ce serait dans la nature humaine, tu veux dire. Alors, je poursuis. Ne voit-on pas dans les rues de plus en plus de jeunes femmes se couvrir la tête d'un voile et accepter souvent librement de se soumettre à un rite religieux? Rappelons que islam veut dire soumission. À l'inverse, ne voit-on pas d'autres jeunes femmes libérées, entre guillemets, se soumettre à des régimes drastiques pour se conformer à un modèle physique, c'est-à-dire taille 38, le voile des femmes occidentales, point d'interrogation. Ouais. Ironisait la sociologue Fatima Mernissi.
On voit des hommes et des femmes s'imposer de dures séances de musculation dans les salles de sport. D'autres s'infliger des régimes, des fumeurs acceptés de bonne grâce les interdits sur le tabac. Quoique avec ça, je serais d'accord. L'essor des techniques de développement personnel et du coaching serait une marque évidente de cette puissance grandissante de l'autocontrôle. Tout cela pour se conformer à des normes auxquelles personne ne nous contraint, mais qui semblent s'imposer à tous. Dans l'entreprise aussi semble régner une nouvelle forme de soumission. Le nouveau management est entré depuis 30 ans dans une nouvelle phase. La hiérarchie et le commandement ont laissé place à l'autonomie, à la responsabilité des cadres et des employés. Faut-il en conclure pour autant que les salariés sont devenus des victimes consentantes? Dans Critique des nouvelles servitudes, un collectif d'auteurs sous la tutelle du philosophe Yves-Charles Zarka se regroupait autour d'un même constat. C'est-à-dire, la figure du maître a changé. Ce n'est plus un maître personnel, un tyran qui tiendrait sous son pouvoir une multitude effrayée, mais un maître anonyme, sans visage et sans nom propre, qui, par de nouvelles voies, instaure une domination d'un nouveau genre et de nouvelles servitudes. Les auteurs s'employaient à appliquer l'idée de nouvelles servitudes à la sexualité, à l'entreprise ou la consommation de masse. On n'est pas obligé de partager l'idée qui frise presque la théorie du complot, selon laquelle un maître anonyme et sans visage est tapis dans l'ombre et tire les ficelles de nos comportements. Mais la question, c'est savoir, est-ce que c'est nécessaire pour une société qui fonctionne correctement qu'on soit un peu asservi à quelque chose? Parce que sans ça serait épouvantable. Personne, tout le monde partirait partout. Mais c'est peut-être que c'est pas bon d'être asservi, c'est peut-être aller trop loin. Respectueux peut-être de certaines lois. Il y a comme la pureté puis être suivre une règle. Alors en terminant, mais l'idée d'une servitude volontaire a le mérite d'attirer l'attention sur deux phénomènes clés de nos sociétés. Le premier relève de la transformation du pouvoir. Nous sommes entrés dans des sociétés moins gouvernées par la loi et l'autorité que par la norme et le consentement. À cela s'ajoute l'emprise croissante dans nos vies de ces grands attracteurs que sont la télévision, l'Internet, les supermarchés, les loisirs, qui ne sont plus des institutions d'encadrement des masses, mais des dispositifs de séduction et de captation des publics. Du coup, l'individu est moins commandé, mais plus sollicité. Moins contrôlé, mais plus convié. Élèves ou salariés, citoyens ou consommateurs, nous sommes soumis à beaucoup de pressions amicales, de techniques de persuasion, d'impératifs obligatoires. Soumis à de multiples sollicitations, l'individu en vient à développer des dispositifs d'autocontrôle pour gérer sa vie, son travail, ses loisirs et ses relations. Bien, merci Ghislain, merci Pierre pour ce sujet, la soumission volontaire. Alors, on continue en chanson à Folie douce. On ne pensera pas au jour où l'on se perd, là où l'on se quitte, même si on part loin, très loin d'ici. Non, on ne pensera pas au jour où l'on se perd, là où l'on se quitte, même si on part loin, très loin d'ici. Et moi, j'attends que tu reviennes, que tu me parles, que tu me dises les mots que j'aime. Et moi, j'attends que tu reviennes, que tu me prennes, que l'on rigole, qu'on se retrouve comme avant. Tu te rappelles comment c'était, comment s'aimait, comme avant. Tu te rappelles. Pensons plutôt au moment où l'on se voit, à ce jour où l'on revient du tour du monde. Pensons plutôt au moment où l'on se voit, à
Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Pour terminer cette émission, on va y aller avec la nomenclature des chansons. Alors, Ghislain, on a écouté en début d'émission Marie-Lou s'en fout. Le petit groupe Les Cowboys Fringants. Oui, on a écouté aussi Les choses vraies. De Émilie Lévesque. Dans la deuxième demi de l'émission Folie douce, Les fantômes du passé. De Jonathan Pinchot. Et à l'instant, Comme avant. De Élie et Papillon. Ben, merci beaucoup, Ghislain, pour ta participation également au micro. Merci Pierre Laporte à ta mise en onde. Salut Yvan. Merci à tes sujets également, ta participation au niveau des sujets. Donc, il était question de la soumission volontaire. On a appris plusieurs affaires, c'est assez particulier. On a eu également notre invité, que je remercie en début d'émission, Pierre-Alexandre Richard, qui nous a parlé du service des soins spirituels à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et on a eu notre collaborateur aussi à l'émission qui nous a amené ses textes crus, Bernard Saunier. Donc, tout ce monde-là à l'émission cette semaine de Folie douce. C'est Yvan Bugeaud. Bonne semaine et à une prochaine Folie douce. Au revoir. Pop